Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle sortie de notre rubrique intitulée « Et si on en parle ?» Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir le professeur Rifar Kili Seran. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'université Kiskeya, mais aussi au CEDI, mais aussi vous êtes détenteur d'une maîtrise en administration publique et aussi d'une spécialisation en politique publique. Exact, c'est ça. Aujourd'hui, le thème qui a été retenu pour cette émission n'est autre que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Chose promise, chose due, Trump avait dit qu'il allait attaquer commercialement la Chine et il l'a fait. Il y a eu des sanctions qui ont été imposées. La Chine a répliqué et aujourd'hui, nous allons en parler avec le professeur Rifar Kili Seran. Professeur, d'après vous, actuellement les USA, ils ont dit que c'est la Chine qui est responsable de cette concurrence déloyale, de ce déséquilibre commercial. Est-ce que vous avez constaté ce fait? Qu'est-ce qu'il explique? C'est dû à quoi? Bon, et je tiens d'abord à vous remercier de cette invitation et je remercie également ces étudiants de CEDI qui ont mis en place cette plateforme, cette initiative en vue de promouvoir la connaissance et l'information au niveau de la jeunesse estudiantine. Donc je pense que par rapport à votre question, je dois dire que il y a quand même une sorte de bataille au niveau des relations internationales ou des relations économiques internationales pour maintenir une certaine hégémonie économique. Donc, entre la Chine et les États-Unis, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accusations. Les États-Unis accusent la Chine de concurrence déloyale. C'est justement parce que la Chine subventionne ses exportations, des exportations de beaucoup de produits, des produits qui sont exportés vers les États-Unis. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les prix de ces produits-là aux États-Unis sont devenus beaucoup moins chers par rapport au prix qu'on pratique au niveau de la Chine. C'est ça qu'on appelle la concurrence déloyale. Donc je pense que c'est ça. Et non seulement c'est par rapport à la subvention des exportations chinoises vers les États-Unis, mais également par rapport au déficit commercial des États-Unis avec la Chine. À noter que selon le Washington Post, les États-Unis, ils ont eu un déficit de 375 milliards de dollars envers la Chine, mais pour l'Europe, ils ont eu 122 milliards de dollars. Ça, c'est pour l'année 2017. Ça, c'est pour l'année 2017 et on a déjà les chiffres pour l'année 2018 et c'est, je dois dire, les États-Unis viennent d'enregistrer un niveau record de déficit commercial du jamais vu depuis près de 10 ans. Donc le déficit commercial global des États-Unis a atteint 621 milliards de dollars, ça c'est le déficit commercial global, mais avec la Chine, et on a remarqué ça, donc le gonflement de ce déficit commercial américain est dû ou est imputable au déficit commercial que les États-Unis ont maintenant avec la Chine qui est évalué à 419 milliards de dollars pour l'année 2018. Nous allons avoir peut-être une guerre des chiffres. Parce que selon le département du commerce des États-Unis, en octobre 2018, le taux de déficit commercial était de 43,1%. Et en novembre 2018, cela a régressé de 37,9%. Est-ce que selon vous, cette guerre commerciale fait l'affaire des États-Unis? C'est-à-dire que le fait que Donald Trump frappe son poing sur la table, ça a marché parce qu'on a constaté qu'il y a une baisse du déficit. Bon, effectivement, il y a une baisse du déficit, mais ce n'est pas en octobre 2018, c'est en janvier dernier. En janvier dernier, on a donné la totalité. Janvier 2019, j'ai consulté les chiffres. Janvier 2019, là tu es en 2018. Ouais, je traverse déjà 2019, ouais, parce que les chiffres évoluent. Et au départ, jusqu'en décembre 2018, on pensait que cette guerre commerciale, il y a un rapport, une étude de la CNUSET, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'étude a révélé que ce conflit commercial entre les États-Unis et la Chine ne profitera à aucun de ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont démontré que à chaque fois que les États-Unis érigent ou mettent des taxes sur les exportations chinoises, donc il y a d'autres pays qui bénéficient de cette pénalisation au niveau de la Chine. Donc tu pénalises les exportations chinoises, mais ça augmente les exportations d'autres pays. Donc il y a d'autres concurrents qui vont bénéficier de ça. Donc pour janvier 2019, on a déjà les chiffres, c'est qu'effectivement il y a une baisse au niveau du déficit commercial des États-Unis. Il y a une baisse, je crois que c'est passé à 51 milliards de dollars en janvier 2019. Par rapport à décembre où c'était près de 60 milliards de dollars. Et ce qui explique
cette baisse au niveau du déficit commercial américain, c'est exactement la baisse des importations chinoises. Donc, les États-Unis achètent de moins en moins de la Chine, 7 milliards en janvier contre 9 milliards en décembre. Et également, non seulement ils achètent moins, mais ils exportent beaucoup plus également. Donc il y a tout ça. Et le fait est que les États-Unis, ils s'en ont aussi pris au Canada. Mais le Canada, il a porté plainte par devant l'OMC. Et malgré cela, les États-Unis, ils ont eu la possibilité de court-circuiter l'OMC. Et aujourd'hui, on a encore cette guerre économique. C'est-à-dire que l'OMC, qui est l'organe régulateur du commerce international, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'avec cette guerre qui persiste, que l'OMC est un peu dépassé par les événements? Bon, il est clair que le monde évolue, le commerce international évolue, les relations économiques internationales évoluent. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes au niveau de l'OMC et pas seulement contre les États-Unis, il y a beaucoup de plaintes même contre la Chine, contre la Russie, contre beaucoup de pays. Donc maintenant, au niveau de l'OMC, je crois qu'il faut avoir quand même une certaine réforme. Parce que puisque le contexte international, le contexte des relations économiques internationales a évolué, je pense que vraiment, par rapport à l'hégémonie américaine et la montée en puissance d'un ensemble de puissances émergentes, effectivement, il y a beaucoup de défis au niveau de l'OMC pour essayer de donner justice à qui justice est due ou au pays où justice est due effectivement. Et c'est là qu'on va voir effectivement est-ce que par rapport à... Parce que la Chine a porté plainte au niveau de l'OMC également par rapport à cette décision prise par Donald Trump. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais jusqu'à présent, on peut dire vraiment l'OMC est censé dépasser par les événements. Et je pense que vous avez aussi fait les actualités en ce qui concerne les actualités politiques. Parce que Donald Trump, dès sa campagne électorale, il avait dit que il faut remettre en cause la mondialisation, le multilatéralisme. Et aujourd'hui, avec Donald Trump, on sent qu'il y a un brin de protectionnisme qui se fait sentir. Et on a eu le volet nucléaire avec l'accord sur le nucléaire iranien où les États-Unis en sont sortis. On a aussi eu le volet climatique. Maintenant, on a le volet commercial. Selon vous, est-ce que vous pensez que le protectionnisme aujourd'hui, c'est celui qui doit être adopté? C'est le modèle économique ou encore politique qui doit être adopté par les différents pays? Bon, il est clair qu'au niveau des relations économiques internationales, il y a pratiquement deux doctrines qui dominent le monde. Il y a le libre-échange, la circulation des biens et des services, et il y a également le protectionnisme. Mais maintenant, ce qui arrive, c'est que au niveau mondial, c'est vrai que Trump, par rapport à sa position, par rapport à ses objectifs, donc il prône le protectionnisme pour protéger les entreprises américaines au détriment d'autres entreprises étrangères. Mais ce qui est clair, c'est que dans les relations économiques internationales, un pays qui pratique purement le protectionnisme, vous allez avoir quand même des problèmes. Vous allez avoir quand même des problèmes de délocalisation de certaines entreprises vers des marchés beaucoup plus libres, beaucoup plus ouverts. Parce que vraiment, si vous protégez beaucoup votre économie, vous protégez beaucoup l'ensemble des producteurs, donc ça va quand même décourager des investissements. Et également, ça va faire monter des prix. Parce que lorsque vous avez des mesures protectionnistes comme l'augmentation des taxes douanières, par exemple, donc ça va faire augmenter les prix dans votre économie. Et si les prix augmentent, donc ça va décourager des importations et ça va décourager des investisseurs. Donc quelque part, il faut se lancer dans le protectionnisme, dans un sens de protection de certaines entreprises, soit naissantes ou vieillissantes, orienter votre économie vers le protectionnisme qui a donné beaucoup de résultats négatifs durant la période après la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, professeur, on sait que la Chine a une population qui représente le quart de l'humanité, 1,4 milliard habitants. Et c'est un marché qui est incontournable pour les firmes multinationales, particulièrement les États-Unis. Est-ce qu'avec ce marché qui est si grand, les États-Unis peuvent se passer de la Chine? Les États-Unis ne peuvent pas se passer de la Chine, non seulement par rapport à ce grand marché, parce qu'il faut dire que la Chine est censée le premier partenaire commercial des États-Unis. Les États-Unis vendent beaucoup de choses en Chine. Les États-Unis vendent des avions civils en Chine. Les États-Unis vendent des produits agricoles comme du soja par exemple. Les États-Unis vendent du pétrole en Chine, des produits automobiles. Donc c'est un grand marché et vous voyez même par exemple Apple par exemple, je pense que la majeure partie des ventes d'Apple se fait en Chine, on parle de près de un quart. Maintenant, non seulement les États-Unis ne peuvent pas se passer de la Chine par rapport à ce grand marché qu'ils représentent pour les États-Unis, pour écouler ses produits, mais aussi il faut dire que la Chine, c'est le premier
détenteurs de la dette américaine également. Parce que la majeure partie de la dette des États-Unis envers l'étranger, c'est dû à la Chine. La Chine, c'est le principal créancier des États-Unis. Exactement, la Chine, c'est le principal créancier des États-Unis. On parle de envers la Chine. Exact. Et professeur, il y a aujourd'hui une guerre commerciale, certes, mais il y a aussi une guerre technologique. Et actuellement, Huawei, qui est une firme multinationale grandissante, elle a été bannie de la 5G dernièrement par les États-Unis et les États-Unis font pression sur d'autres pays pour qu'ils fassent pareil. Est-ce qu'aujourd'hui la guerre commerciale ne va pas s'arrêter seulement sur ce point-là, elle va aussi toucher la guerre technologique? Bon, il faut savoir que le commerce, qu'est-ce qui fait progresser le commerce dans le monde? C'est la technologie. Donc plus la technologie avance, c'est plus vous allez avoir une progression au niveau des échanges commerciaux. Donc la Chine, les États-Unis, ils sont très jaloux de la Chine par rapport à la Chine qui évolue dans la question de technologie. Et vous allez voir que c'est la raison pour laquelle, avant février 2019, les investisseurs américains qui vont en Chine, la Chine exigeait à ces investisseurs américains de partager à travers des canaux administratifs leur technologie de production aux partenaires chinois, aux entreprises chinoises. Les propriétés intellectuelles? Les données technologiques, les transferts de technologie, c'est-à-dire les technologies de production, de partager ça avec les partenaires chinois. Mais maintenant, récemment, il y a une loi qui est votée au niveau du Parlement chinois. Plus de 90% de députés ont voté pour bannir cette décision, pour éliminer cette pratique, ce transfert de technologie. Donc c'est une bonne avancée. Les États-Unis, les Occidentaux, la Chine, les États-Unis, la France avaient salué cette décision. Ils pensent que c'est une bonne avancée. Et c'est une bonne avancée dans le pas vers un accord entre l'Occident et la Chine. Ok, mais toujours dans cette guerre commerciale, professeur, on réalise qu'il y a des entreprises qui ont été délocalisées. Il y a des flux de capitaux qui sont en train de se faire. Et la Chine et les États-Unis, en quelque sorte, leur économie, ils ont les répercussions aujourd'hui. Est-ce que l'on peut dire que si cette guerre continue, parce qu'en mars, on est obligé d'avoir un accord, dans le cas contraire, la guerre commerciale aura continué. Si toutefois ce n'est pas le cas, est-ce que vous pensez que cette guerre commerciale, elle va continuer? Et si elle continue, qui sera la gagnante? Bon, et jusqu'à présent, il y a des signes qui montrent que les opinions peuvent être partagées. On sent que la guerre commerciale continue, mais de notre côté, il y a la presse internationale qui parle également d'une perspective d'accord entre les États-Unis et la Chine. Récemment, début mars, on parle de la possibilité de trouver un accord entre les deux pays où les États-Unis seraient prêts à éliminer certaines mesures qu'ils avaient prises depuis l'année dernière sur les tarifs douaniers. Et la Chine aussi, elle est prête à faire de même. Mais maintenant, je pense que oui, si un accord n'est pas trouvé entre ces deux pays, la guerre commerciale va continuer. Mais à qui va profiter cette guerre? Je ne le vois pas, puisque jusqu'à présent, lorsqu'on analyse les données, les conséquences sont beaucoup plus élevées que les gains, que les retombées positives, parce qu'on a vu de 2017 à 2018, les États-Unis n'ont pas vraiment bénéficié de beaucoup de choses. Et ça, beaucoup d'analystes l'ont dit, et des études ont montré que jusqu'à présent, la guerre ne profite à personne. Donc, si vous taxez beaucoup les produits chinois, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va y avoir une réduction des exportations chinoises, effectivement, vers les États-Unis, mais ce protectionnisme-là, ça va pénaliser un ensemble d'entreprises qui vont se lancer dans une certaine logique de délocalisation, ce qui ne va pas être une bonne chose pour l'économie américaine. Alors, professeur, si on en croit vos mots, vous êtes en train de dire que cette guerre commerciale, elle n'en valait pas la peine pour les deux États? En fait, c'est les chiffres qui doivent le dire. Les chiffres qui doivent le dire. Jusqu'à présent, lorsqu'on regarde les chiffres, il n'y a pas vraiment de résultats concrets dans ce conflit commercial ou cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. C'est vrai qu'en janvier dernier, on a eu une baisse du déficit commercial américain, mais jusqu'à présent, on ne peut pas baser seulement sur une baisse pendant un mois seulement pour dire que les États-Unis ont gagné. Donc je pense qu'il faut continuer à suivre de très près ce qui va se passer, mais si un accord commercial n'est pas trouvé entre les deux pays, je pense que cette guerre va continuer et elle va avoir vraiment des conséquences néfastes sur les deux pays. Ok, merci beaucoup professeur Ifar Kili Serran à
noter que vous êtes professeur d'économie internationale au CEDI, mais aussi à l'université Quisqueya, mais vous êtes aussi détenteur d'une maîtrise en administration publique et d'une spécialisation en politique publique. C'était votre rubrique spéciale Et si on en parle, bien sûr, qui a été patronnée par Tout sur les RI. Donc, on vous dit, restez branchés, une autre rubrique va avoir lieu. Et merci encore, professeur Ifa.